Bon, et Du- ben, si ça convient à tout le monde, on va pouvoir commencer. On commence. Du coup, bonjour à tous. Bienvenue à ce deuxième débat NIMT. Donc, on a l'occasion encore une fois d'écouter le professeur Fantoni Quinton sur un nouveau thème concernant donc tout ce qui est inaptitude, invalidité, maladie professionnelle. Donc, elle nous posera les bases, des petits rappels en fait. Intéressant pour les internes de phase socle notamment, mais aussi pour les autres. Ça, c'est toujours bien d'avoir des petits rappels. Et à la fin, elle nous fera un petit rappel sur le secret professionnel, comment transmettre un dossier médical en santé au travail, comment transmettre ce dossier entre professionnels de santé ou services de santé au travail. Et un petit rappel aussi sur l'aspect juridique de notre rôle est-ce qu'on a quel est notre droit de prescription en tant que médecin du travail. Voilà. Et à la fin, on finira par une petite session de questions-réponses. Je vous laisse la parole. Par contre, il faut que vous m'autorisiez le partage pour que je puisse Alors, est-ce que repérer le diaporama à la fin parce que j'ai mis quand même des choses un petit peu trop abondantes. ouais, pas de souci. Peut-être que je passerai vite, mais au moins vous l'aurez sous les yeux. Et par avance, vraiment, je vous prie de m'excuser parce que comme effectivement il y avait plusieurs sujets, je pense que c'est bon. Attendez, non, toujours pas, c'est toujours pas bon. Alors, Il faut normalement, partager les participants en fait, hein. non, je vous ai mis en haute. Donc là, normalement, je pense que... Et c'est bon. Ouais, c'est bon. Attendez, il faut déjà que je me vois. Est-ce que vous le voyez? Ouais, Alors, c'est bon. c'est bon, normalement. Oui, c'est bon. C'est un petit peu effectivement, donc déjà bonsoir à tous, merci. Et j'ai, comment dirais-je, suivi votre proposition, c'est-à-dire de faire un peu un patchwork sur ces trois questions que vous venez d'évoquer, quoi. J'ai même respecté 5 minutes à la fin, donc voilà, je vais essayer de jouer le jeu. Si vous m'entendez moins bien un instant, j'éteindrai ma caméra parce que comme je suis à l'hôpital, c'est toujours un peu compliqué. Alors, on va commencer par la question des différences. Je ne vais pas tout traiter sur la question des inaptitudes, des invalidités et des maladies professionnelles, hein, et ils ont bien conscience, mais je vais essayer de dire un certain nombre de choses. Soit ça génère des questions auxquelles je pourrais répondre après, soit on approfondira à un autre moment, mais c'est au moins pour voilà, essayer de balayer un certain nombre de choses. Encore une fois, je l'ai fait de façon un peu unilatérale, donc je ne suis pas complètement sûre que ça réponde à vos attentes, donc vous n'hésitez pas, quoi, d'accord, si jamais c'est pas terrible. Euh, donc, déjà, j'ai essayé de vous faire un tableau avec les trois points. Inaptitude, invalidité, maladie professionnelle, pour que ça soit très synthétique et simpliste même, mais en tout cas, au moins que ça soit représentatif. Donc, vous le savez, ou en tout cas, vous allez le savoir très prochainement, l'inaptitude au poste de travail, c'est prononcé uniquement par le médecin du travail, même un médecin traitant qui aurait un avis éclairé sur la question ou un spécialiste ne peut pas déclarer une inaptitude au travail, puisque c'est pas, d'ailleurs, on dit souvent inaptitude au travail, mais c'est un mauvais mot, c'est l'inaptitude au poste de travail, et c'est de la compétence exclusive du médecin du travail. Ça peut pas être délégué non plus aux infirmières. Bref, voilà. Et c'est quoi la définition? Eh bien, la définition, c'est quand aucun aménagement de poste du poste occupé antérieurement n'est possible, et qu'il y a un certain nombre de démarches qui sont faites, études de poste, échanges avec l'employeur, etc. Alors, quand il y a un changement de poste, on est dans le cadre d'une inaptitude. Pour illustrer ce que je vous dis là, c'est qu'il y a eu beaucoup de jurisprudence, c'est-à-dire beaucoup de litiges, autour du fait qu'un médecin du travail, il pensait que quand on changeait beaucoup le poste, quand on aménageait beaucoup le poste, etc., c'était une inaptitude, alors même que le poste ne changeait pas. Je m'en explique. J'ai eu au moins 3 questions cette semaine là-dessus, dont une de la réunion, qui me dit, voilà, j'ai un manager dans une grande surface qui est en difficulté relationnelle avec son environnement, sa hiérarchie, son manager, en fait, son propre manager. Donc, plusieurs arrêts, plusieurs visites de pré-reprise, etc. Et la direction incite le médecin du travail à faire une inaptitude au poste de manager, mais elle reste sur une aptitude au poste de manager de rayon, enfin bref, son poste antérieur, mais dans un environnement relationnel différent. Et donc, l'employeur doit chercher une adaptation de poste, parce que c'est ça le propre de la préconisation, c'est que quand le médecin ne met pas d'inaptitude, et elle n'a pas mis d'inaptitude, alors l'employeur est obligé d'adapter le poste ou de justifier par écrit pourquoi il ne le fait pas.
En l'occurrence, la direction voulait absolument une inaptitude pour pouvoir reclasser, ou en tout cas dire qu'il ne pouvait pas reclasser le salarié. Donc, vous voyez que l'inaptitude, c'est seulement quand le poste antérieur peut plus être occupé et quand on a envisagé tous les aménagements possibles, on en avait parlé déjà la dernière fois, et face à ça, effectivement, il y a un certain nombre d'obligations pour l'employeur. Alors, euh, sur l'inaptitude, il y a deux questions que je vais directement poser, puisqu'on avait posé deux, trois questions sur l'inaptitude. Je vais revenir après en arrière, mais au moins voilà. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Si un travailleur est inapte à un poste, par exemple, d'anesthésiste, c'est une des questions qui a été posée, qui m'est remontée, ou le maître, puisqu'en fait son grade est anesthésiste. Alors, j'ai déduit de la question qu'il s'agissait de la fonction publique hospitalière, puisque c'est un soignant. Enfin, peut-être qu'il était dans le privé, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, si c'est la fonction publique hospitalière, je vous rappelle que dans la fonction publique hospitalière, il y a un cadre d'emploi qui peut être médecin, et puis ensuite, il y a ou infirmier, ou masseur kinésithérapeute, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les cadres d'emploi dans la fonction publique. Et puis ensuite, des grades en fonction de l'ancienneté, etc., etc. Eh bien, donc le grade, c'est plutôt annexé et indexé à l'ancienneté qu'à la spécificité ou à la spécialité du médecin. Bon, je ne sais pas si je suis très claire, mais enfin bref. En tout cas, quand un salarié est inapte à toutes les fonctions de son cadre d'emploi, donc à toutes les fonctions médicales, alors il faudra envisager le reclassement de façon très spécifique dans la fonction publique, avec d'autres emplois similaires, d'abord dans le même cadre d'emploi, puis après effectivement dans d'autres sphères de la fonction publique, si jamais, même si ça ne se fait pas souvent comme ça dans la fonction publique hospitalière, il faut bien le dire. Quoi qu'il en soit, s'il est anesthésiste, eh bien, on pourrait envisager qu'il puisse être reclassé à un autre poste de médecin, puisque c'est dans son même cadre d'emploi. Donc, vous voyez que c'est peut-être un peu très spécifique comme question, mais du coup, cette même personne m'a posé une deuxième question, et je pense que là, ça intéresse plus de monde. C'est que si, par exemple, vous avez un chauffeur inapte à ce poste, est-ce que l'employeur peut le renvoyer ou le dégrader avec une diminution de salaire? Alors là, c'est toujours pareil. Un employeur doit reclasser un salarié a priori à un poste aussi comparable que possible au poste antérieur, mais s'il démontre qu'il n'a pas de poste comparable, par exemple un poste comme chauffeur, alors il doit tout lui proposer, y compris des postes entraînant une diminution de salaire. Mais attention, on est dans le cadre de l'inaptitude et effectivement du reclassement. Alors, c'était là-dessus que je voulais réagir pour vous, Nicolas et Bria, c'est que je m'étais dit que finalement, un des sujets potentiels, mais je vous le soumets à réflexion et à vous de voir, ça serait cette diapositive. Je me disais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir un jour à faire un petit topo un peu plus approfondi sur les conséquences d'une inaptitude? Pas l'élaboration de la vie, l'élaboration de la vie d'inaptitude, c'est assez facile, c'est standardisé, etc. Mais finalement, sur les frontières entre aptitude et inaptitude, sur le rôle du médecin du travail pendant et après l'inaptitude, notamment dans le process de reclassement de l'employeur, les obligations de l'employeur et les conséquences en cas de manquement. C'est-à-dire, c'est quoi le cadre du reclassement? C'est quoi la loyauté qu'on attend d'un salarié? Est-ce qu'un salarié peut rester en arrêt? Est-ce qu'il peut rester silencieux? Est-ce qu'il, etc., etc. Bon, en tout cas, suite à cette première question, je m'étais dit que c'était une possibilité de sujet futur, mais encore une fois, je vous laisse y réfléchir et revenir vers moi le cas échéant. Une autre question qui m'a été posée toujours sur l'inaptitude, c'est que est-ce qu'un employeur peut refuser une étude de poste en dehors de l'inaptitude? Alors là, certainement pas, puisque pour tous les jeunes parmi vous, sachez que parmi les moyens d'action des médecins du travail, le principal moyen, c'est le libre accès au lieu de travail. Le libre accès au lieu de travail, en théorie, sans demander l'autorisation à l'employeur. Mais enfin, évidemment, pour garder des relations courtoises et rester dans un dialogue fécond, il vaut mieux effectivement l'informer plutôt que de lui demander, enfin l'informer en disant écoutez, je viens dans cette entreprise tel jour, tel jour. Mais évidemment, ça a toujours existé que les employeurs soit fassent la sourde oreille, soit ne répondent pas, soit s'absentent et ne sont pas là et la porte est close quand vous arrivez. Enfin bref, tout un tas de mesures dilatoires pour faire en sorte que le médecin, finalement, ne puisse pas voir l'entreprise ou le poste. Donc, pour répondre très clairement à cette question, non, un employeur ne peut pas refuser une étude de poste si celle-ci est prévue explicitement dans le cadre d'une procédure d'inaptitude. Pour autant, l'étude de poste, c'est toujours possible. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question. Je reviens à mon tableau initial et vous rappelez que je vous avais dit, bon, l'inaptitude, c'est clair, c'est l'inaptitude à un poste de travail en particulier avec ses exigences. C'est seulement le médecin du travail et c'est seulement quand il y a un changement de poste alors qu'on a tout tenté d'aménager au poste antérieur. C'est aussi simple que ça. Ça veut donc dire, et ça c'est très important à garder en mémoire, c'est que quand un salarié n'est pas inapte, il est apte.
Vous allez me dire, bah oui, bah ça c'est évident. Enfin bref, ça veut dire qu'en réalité, quand on dit qu'un salarié est apte quand il n'est pas inapte, c'est que toutes les autres décisions d'un médecin du travail, aménagement, préconisation, conseil, c'est qu'il est dans le cas d'une aptitude et que l'employeur n'a pas le droit, surtout, de le changer de poste. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Le changement de poste, c'est uniquement dans le cadre d'un reclassement quand un salarié est inapte. Est-ce que sur l'inaptitude, ça va? Ou est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à prendre la parole parce que moi, je ne vois pas le chat puisque j'ai mon diaporama sous les yeux. Euh, Priya ou Nicolas, ça va? Oui, ça va. Il y a juste une question qui s'est rajoutée. L'inaptitude temporaire est-elle possible? Tiens, bonne question parce qu'effectivement, Ouais. une question dont on a débattu encore aujourd'hui avec la juriste là, du service. Alors, l'inaptitude temporaire n'existe pas dans le Code du travail, puisque dans le Code du travail, il n'y a que deux mots, apte ou inapte. Donc, si on met inaptitude, le mot inaptitude temporaire, ça veut donc dire qu'on assimile ça à une situation d'inaptitude. Or, ce n'est pas ce qu'on veut. Quand on met un salarié dans le cadre d'inaptitude temporaire, on veut dire intellectuellement que pendant un petit moment, il ne pourra pas occuper son poste, mais qu'on ne s'oriente pas du tout vers une procédure d'inaptitude, parce que je viens de vous le dire, la procédure d'inaptitude aboutit au reclassement et très souvent au licenciement. Donc, l'inaptitude temporaire, il ne faut pas la mentionner jamais comme ça. Mais par contre, le concept, il existe vraiment. Quand un salarié est déménageur et ne peut pas porter parce qu'il a un lumbago aigu, il est bien dans une situation, je mets entre guillemets, d'inaptitude temporaire. C'est-à-dire que temporairement, il ne peut pas occuper son poste du tout, même avec des aménagements. Sinon, ça s'appelle des aménagements temporaires, bien sûr, hein. L'inaptitude temporaire, c'est quand le salarié ne peut pas ponctuellement occuper son poste, même avec des aménagements. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas travailler pendant un moment. Bon. Alors, comment le faire? Puisque le concept existe, mais qu'il ne faut pas l'écrire. Là, je vais vous dire les choses de façon un peu plus, enfin, un peu moins claire que j'ai l'habitude de le faire, parce que justement, on a des consignes des médecins inspecteurs. Il faut dire à l'employeur, d'une part, que le salarié ne peut pas travailler, il faut lui dire, pour des raisons de sécurité, etc. Et deux, il faut donner au salarié un document pour qu'il aille voir son médecin traitant, pour qu'il puisse prescrire un arrêt de travail. C'est les deux buts de guerre, on va dire, de l'inaptitude temporaire. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Jusqu'à présent, le médecin du travail rédigeait une annexe 4 en disant à l'employeur, le salarié ne peut pas travailler, il relève du système de soins et je le reverrai à son retour, quelle que soit la durée du travail. Comme ça, c'est une visite à la demande du médecin du travail. Et puis, on a donné un courrier au salarié pour qu'il aille voir son médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail. Les médecins inspecteurs au niveau national, même s'ils ne l'écrivent pas, parce que ce n'est pas dans le question-réponse de la DGT, mais ils ne l'écrivent pas, mais ils disent non, il ne faut pas envoyer d'annexe 4, il faut donner deux courriers, un pour l'employeur en disant on ne peut pas travailler, et un pour le salarié, il faut aller voir son médecin traitant. En l'état actuel du droit, il n'y a pas d'arrêt de jurisprudence qui dit ah, vous faites ça, pas comme ça, etc. Mais vous savez quand même que l'objectif global de la Direction générale du travail, c'est de minimiser le nombre d'annexes 4, c'est-à-dire de préconisations, pour minimiser le contentieux. Alors derrière ça, il y a toute une stratégie, mais bon, peu importe. Aujourd'hui, quelle que soit la façon dont vous le faites, un, vous n'écrivez jamais inapte temporaire. Deux, vous informez bien l'employeur, quel que soit le moyen que vous utilisez, que le salarié ne peut pas travailler. Vous vous assurez que l'employeur ait bien l'information. Et trois, vous assurez que le salarié il ait bien un document, c'est souvent un petit courrier type qu'on peut faire, qu'il aille voir son médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail. Voilà, ça c'est pour l'inaptitude temporaire. Bien, ça va. Les autres questions, on les répond à la fin ou... Si c'est sur l'inaptitude, on y va, hein. Tant pis, on zappera le Ouais, reste. ouais, on fera à la fin. Euh, Du coup, donc il y a quelqu'un qui pose la question. Je te Est-ce laisse que trouver les questions, Priya. ouais, Je les vois en- pas. Je vous laisse les poser parce que je les vois pas parce que j'ai mon diaporama. ouais. Est-ce qu'un employeur peut refuser une étude de poste en dehors de l'inaptitude? Ah oui, alors celle-là, j'allais y répondre. Bah ça, j'y ai répondu juste avant. Ah oui, oui, c'est vrai, ça on l'a répondu. Euh, mais si pas de procédure d'inaptitude, mais juste étude de poste pour non, ça c'est pas une question. Euh, Parfois, l'employeur Inaptitude temporaire est égale aptitude avec préconisation. Bon, ça on l'a répondu. Je- ne pas être des préconisations. Ça peut être que le salarié ne peut pas travailler du tout. Ouais. Mais peut-être que Hugo ou ceux qui ont posé la question peuvent poser directement, hein, parce que Oui, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser les questions directement, hein, parce que d'accord, Ça Hugo, me porte tout le monde. n'estime pas que l'inaptitude temporaire, c'est pas une aptitude avec préconisation, hein. Euh,
bien sûr, si vous décrivez, parce que pourquoi vous dites ça? Enfin, je veux dire, moi, je veux bien comprendre la question, mais pourquoi vous dites ça? C'est le salarié ne peut pas travailler temporairement. Donc, un, vous délivrez une attestation de visite puisqu'il est venu vous voir. Et deux, soit vous délivrez une annexe 4 pour dire, bon, écoutez, à l'employeur, il ne peut pas travailler, ou alors vous faites deux courriers distincts. Ça va, Hugo, ou est-ce que c'est pas clair ma réponse? C'est clair, merci. Alors, il y a, il y a Excuse-moi, vous qui m'entendez? intérêt sur la retraite pour inaptitude. Bon, là, c'est encore autre chose. Alors, c'est complètement un autre sujet. C'est vrai qu'il y a des systèmes de retraite anticipée pour pénibilité, quand vous avez eu des maladies professionnelles indemnisées au moins à 10%. Vous avez des retraites anticipées pour carrière longue. Vous avez des retraites anticipées pour avoir travaillé plusieurs trimestres en tant que travailleur handicapé. Et enfin, vous avez le système de la retraite anticipée pour inaptitude d'origine décidée par le médecin conseil. Alors, c'est un truc tout à fait particulier, vous avez raison, mais ce n'est pas l'inaptitude au poste, c'est bien l'inaptitude au travail, et c'est toute la différence. Vous voyez encore mon diaporama, Priya? Oui, c'est bon, mais c'est possible de le mettre en plein écran? Bah ouais, mais le problème, c'est que du coup, Ah, j'ai entre ok. les questions que je regarde, plus ça. Ça va là, vous le voyez en plein écran? Mode présentation, oui. Merde, pourquoi il y a ça alors? Attends. Et du coup, vous voyez la petite à droite là? Là, on voit tout l'écran en fait. Vous voyez quoi là? On voit diapositive 4/34 avec pas de notes. Ou c'est pas assez grand? C'est ça votre question? Non, mais sinon, ça va aussi. Mais C'est très bien, c'est très c'est bien. très bien, c'est très bien. Ah bon, du coup, je vois plus les questions, hein. Donc, à nouveau, je vois plus les questions. Donc, le mieux, Ah, bah, faites comme vous voulez. c'est Voilà, compliqué. là, vous les voyez les questions, du coup? Ouais, c'est mieux. Voilà, ça y est, je Ouais, vois. c'est mieux alors. Du coup, on laisse comme ça. Bon, donc, du coup, l'inaptitude au travail décidée par le médecin conseil, il faut avoir un certain âge, minimum 60 ans, maintenant bientôt 62 ans. C'est le médecin conseil qui décide que l'état de santé global relève d'une inaptitude au travail et non pas au poste de travail. Et ça permet effectivement d'avoir une retraite anticipée. Voilà quoi. Et évidemment, alors, bon, on va pas, mais effectivement, lorsqu'on s'oriente vers une inaptitude, il est évident, mais alors là, plus qu'évident, et vous avez raison, Mélanie, de dire que jusqu'à présent, on traitait de ça de façon un petit peu verticale. Maintenant, il faut forcément anticiper et dès que possible envoyer vers la cellule de maintien dans l'emploi, non seulement pour envisager la suite, quoi, on va dire, parce que le salarié, il ne faut pas le lâcher dans la nature alors qu'il risque d'être chômeur de longue durée. Mais en plus, cette cellule de maintien d'emploi, il faut vraiment lui donner cette fonction de pouvoir relayer une inaptitude le cas échéant, quoi. Parce qu'il est tout compris, le salarié, sur ce qui va se passer pour lui, quelles sont les conséquences, etc., etc., quoi. D'accord? Alors, du coup, je pense, je remonte vite fait. Pas de procédure d'inaptitude, mais juste étude de poste pour aménagement, pas falloir un exigé une étude. Euh, ah oui, alors cette question-là qui est posée, je ne sais pas, parfois l'employeur exige une inaptitude à un poste donné avant de donner un reclassement. Bah alors déjà, un employeur ne peut pas reclasser sans inaptitude, je viens de vous le dire. Il ne peut qu'adapter le poste si on est dans des préconisations. Donc est-ce qu'il peut exiger une inaptitude? Bah, en fait, je vais vous le faire vite, je vais vous le faire rapide. Quand un médecin du travail met des préconisations, c'est-à-dire que ça n'est pas une inaptitude, mais des aptitudes avec aménagement, on va dire. Bref, dès qu'il y a des aménagements de poste, ils sont notifiés à l'employeur et l'employeur est obligé de les mettre en œuvre, sauf à ce qu'il écrive au médecin du travail ou et au médecin et au salarié, pardon, médecin du travail plus salarié, ce qui explique pourquoi il ne peut pas les mettre en œuvre. Donc si un jour un employeur vous téléphone en disant écoutez docteur, là ce que vous avez dit ça ne va pas du tout, moi c'est pas possible pour moi, vous écoutez ce qu'il vous dit, vous avez le droit de ne pas être persuadé par ce qu'il vous dit, néanmoins vous écoutez et vous essayez de comprendre ses arguments, vous forgez votre propre conviction, vous lui demandez d'écrire, de vous dire par écrit, parce que c'est le Code du travail qui exige, de vous donner ses arguments par écrit. Et vous réétudiez la situation avec le salarié, soit vous restez sur votre première position en disant, bah non, moi je reste persuadé que l'aménagement il est faisable, y compris en vous donnant des aides, en vous aidant à aménager le poste, en vous disant qu'il y a des aides financières, etc. Ou alors, effectivement, vous avez changé d'avis parce que ce qu'il vous a dit vous a convaincu et vous n'ayez pas forcément pris la mesure du problème. D'où l'intérêt quand même de téléphoner avant l'employeur, avant de faire des préconisations qui sont lourdes, parce que du coup, si vous dit après que c'est pas possible et que si vous aviez échangé avant, vous l'auriez su avant, vous voyez, c'est ça l'intérêt quand même si c'est un peu long. Eh bien, si l'employeur peut pas, il vous l'écrit, il l'écrit aussi aux salariés, il le justifie par écrit et à vous de voir, de votre point de vue, si vous maintenez vos restrictions ou si au contraire vous changez d'avis et que vous optez pour une inaptitude. Mais ce qui est certain, c'est qu'un employeur n'a pas le droit de reclasser un salarié s'il n'y a pas
d'inaptitude en amont. Il ne peut qu'adapter le poste selon vos préconisations. C'est pour ça que je vous racontais l'histoire du manager là, qui était apte dans un environnement relationnel différent, donc dans un autre magasin. Eh bien, l'employeur ne pouvait pas lui proposer un autre poste que son poste antérieur. Ça va? Très bien. Alors, je continue sur ce différentiel que vous me proposiez là. Donc, inaptitude, on n'a pas fait le tour, mais enfin, en tout cas, on l'a défini. Euh, Invalidité et maladie professionnelle. Bon, invalidité, c'est une décision qui va être prise par l'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie et le médecin conseil. Et la demande d'invalidité, elle peut être faite à la fois par le médecin du travail même ou le salarié lui-même. Donc un médecin du travail peut très bien demander une invalidité. Et elle va être instruite par la CEPAM, la caisse primaire d'assurance maladie, et le médecin conseil. Pour être reconnu en invalidité, il faut au moins 2 tiers d'incapacité de travail, c'est-à-dire 66,66%. Mais on prend l'état global de la personne. Et ce qui est certain, c'est que la première catégorie, 2 tiers d'incapacité, donne droit à une rente de 30% de l'ancien salaire. La deuxième catégorie donne droit, c'est toujours 2 tiers d'incapacité, donne droit à une rente de 50% de l'ancien salaire. Et la différence entre la première et la deuxième catégorie, même si je viens de vous dire que le seuil pour y accéder, c'est au moins 2 tiers d'incapacité, c'est que pour donner une invalidité deuxième catégorie, le médecin conseil doit évaluer que la personne ne peut plus travailler. Alors vous allez dire, bah, si elle ne peut plus travailler, finalement, il risque d'être inapte dans tous les cas. Pas du tout, et c'est ce que je vous dis explicitement ici, là, dans cette diapositive, c'est ça c'est un peu complexe à comprendre, mais pour ceux qui ont déjà côtoyé cette situation, vous le comprendrez au fur et à mesure. Il y a une étanchéité totale, et je dis bien, c'est le mot, étanchéité totale entre le Code de la sécurité sociale et le Code du travail. C'est-à-dire qu'un médecin conseil de la Sécu qui dit qu'un salarié est en invalidité deuxième catégorie, c'est-à-dire en incapacité de tout travail, ne veut pas dire qu'un salarié sera inapte à son poste. Je prends toujours un exemple un peu caricatural. Si un salarié a perdu dans le cadre d'un accident de la voie publique les 2 jambes, il va se retrouver en fauteuil roulant. Et il était maçon. Forcément, le médecin conseil va se dire, oula, il a 50 ans, bah, il y a fort à croire qu'il ne pourra pas reprendre du tout d'activité professionnelle, donc je le bascule en aval deuxième catégorie. Donc pour lui, dans l'esprit du médecin conseil de la Sécu, incapable d'exercer un quelconque emploi, donc il va lui donner une rente de 50% de son ancien salaire. Mais imaginons que ce salarié-là, finalement, il ait un diplôme de tailleur de pierre, c'est une histoire vraie que je vous raconte, hein, et que l'entreprise ait envie d'élargir son activité à une taille de pierre et des financements de la GFIP pour faire un poste adapté, et bien finalement, ce mec-là, alors qu'il est en invalidité deuxième catégorie, il va être apte à un poste aménagé, d'accord? Et donc, il ne va pas inapte à tout poste et inapte au travail, etc. Donc, c'est bien ce qu'on appelle une étanchéité entre le Code de la sécurité sociale et le Code du travail pour une raison très simple, c'est que le travail en général n'est pas un poste en particulier. Ça veut donc dire que la question se réévalue à chaque fois. Et donc, alors, je vais juste vous dire une question fréquente sur l'invalidité. Est-ce que c'est possible, ça c'est une question qui m'a été posée là ce soir-là, est-ce que c'est possible qu'on réexplique l'invalidité catégorie 2? Donc, je viens de vous l'expliquer, c'est minimum 2 tiers d'incapacité, mais vu par le médecin conseil, l'évaluation que le salarié ne peut plus travailler, même si c'est une évaluation globale et généraliste, et que dans un cas particulier, on pourrait trouver des aménagements. Et est-ce qu'il peut travailler à temps partiel ou à temps plein? Alors là, je réponds très exactement qu'il peut faire ce qu'il veut, le salarié, quel que soit le niveau d'invalidité. Un salarié peut toujours travailler le temps qu'il souhaite, même à temps plein. La seule conséquence, c'est que sa rente va baisser pour que son salaire plus la rente n'excède pas son salaire antérieur. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de contre-indication à occuper un poste, notamment adapté, dès lors que c'est un poste particulier qui a des contraintes et des aménagements spécifiques. Ça, c'est évalué par le médecin du travail, alors que le médecin conseil évalue une invalidité en général, comme il le pense, etc. Donc, la question de Christophe qui dit il peut donc toucher son invalidité deuxième catégorie, donc de 50%, et toucher son plein salaire, ben, la réponse est non, à moins que son plein salaire soit inférieur à son salaire antérieur. Parce que je viens de vous expliquer que ce que va vérifier la sécurité sociale,
c'est qu'il va garder le statut d'invalidité deuxième catégorie, mais en fonction de son salaire nouveau, ils vont calculer que son salaire plus sa rente n'excède pas son salaire antérieur. Donc, s'il reprend son activité à temps plein, exactement l'activité antérieure, par exemple un poste aménagé, alors sa rente sera annulée. Si par contre il reprend à 90%, bah, il gardera 10% de rente, etc., etc. Vous voyez? Et c'est pour ça que, et je vais finir par là sur la validité, avant de vous donner quand même les conditions administratives, c'est pour ça que quand même, il faut bien dire une chose, c'est qu'on demande très souvent une invalidité première catégorie en tant que médecin du travail, je dis bien. On est très souvent demandeur d'une invalidité première catégorie quand on peut argumenter que c'est un outil de maintien d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, la première catégorie, qui est, je vous rappelle, 2 tiers d'incapacité et qui permet d'avoir une rente à 30% de l'ancien salaire, permet d'accéder à un temps au poste antérieur, par exemple, ou à un poste aménagé ou à un autre poste, mais avec une réduction du temps de travail qui va permettre de cumuler rente 30% plus salaire réduit, puisque le temps de travail est réduit, pour pouvoir rester en emploi. En fait, l'invalidité première catégorie, c'est un outil de maintien en emploi. Et elle est d'ailleurs considérée comme telle, et c'est pour ça qu'il est précieux que ce soit le médecin du travail qui puisse la demander, parce que c'est surtout le médecin du travail qui va pouvoir argumenter en quoi cette invalidité première catégorie est un outil de maintien en emploi. Euh, Donc, la question qui est suivante, là, de Marie, n'allez pas trop vite parce que autrement je vais les rater. Si le salarié relève d'une invalidité mais finit de toucher ses études, il n'a pas de salaire antérieur que peut-on instaurer? Eh bien, merci pour la transition, parce que justement, il y a des conditions que je vous ai mises dans le diaporama pour bénéficier de la pension d'invalidité. Il faut un temps minimum d'affiliation, 12 mois, ou avoir travaillé au moins 600 heures. Si vous n'avez pas ces conditions d'affiliation, c'est-à-dire en fait, ce n'est pas à vous de les calculer, hein, c'est assistante sociale, etc., vous ne pouvez pas toucher et vous avez beau avoir 2 tiers d'incapacité, vous ne pouvez pas toucher de rente d'invalidité. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir se tourner vers d'autres minimums sociaux. Euh, Annuler à vie ou s'il arrête son emploi dans le futur, il la récupère. Bon, alors donc, l'invalidité, je vous l'ai dit tout à l'heure, Christophe, c'est qu'il la garde à vie et que le niveau de sa rente va être ajusté en fonction du niveau de salaire. Donc, si par exemple, il travaille pendant 3 ans encore à plein salaire, bah, sa rente, elle va diminuer et elle va être rétablie lorsqu'il aura perdu son travail, par exemple. D'accord? Et alors là, la mention express, on n'est plus du tout là. Je pense que là, peut-être qu'on pourra en faire un cas particulier dans l'inaptitude, parce que là, la mention express, c'est un autre sujet. Je vais finir quand même sur l'invalidité, sinon on va pas vraiment du tout évoquer les sujets, mais enfin, on va quand même finir sur l'invalidité, parce qu'il y a une autre question qui est très importante que vous ayez en tête. Je vous l'ai dit, l'invalidité deuxième catégorie, que je vous ai définie juste au-dessus, c'est la situation dans laquelle un salarié est reconnu par la sécurité sociale comme en étant en incapacité de travail. Et je vous le répète, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas occuper un poste en particulier du point de vue du médecin du travail quand il est aménagé et adapté à son état de santé. Je vais même plus loin. Il est possible que des invalidités troisième catégorie, c'est-à-dire qu'il relève d'une tierce personne pour, par exemple, faire la toilette, puissent travailler alors qu'ils sont reconnus en incapacité totale de travail par la Sécu, plus nécessité d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, puissent travailler par exemple à un poste en activité réduite, un poste de télétravail, par exemple de conseiller, etc. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une étanchéité entre le Code de la sécurité sociale et le truc. Mais quand je dis ça, je voudrais vous présenter cette question. Il arrive très souvent que le salarié qui est en invalidité, qui était en arrêt de travail, donc vous savez que l'arrêt de travail, les indemnités journalières, à un moment donné, la sécurité sociale, elle va forcément les arrêter. En général, c'est au bout d'1 an, mais ça peut être maximum 3 ans. Et puis très souvent, quand l'État n'évolue plus, la sécurité sociale, c'est elle qui bascule à son initiative le salarié en invalidité. Mais très souvent, le salarié, quand il bascule en invalidité, il n'a pas du tout envie de reprendre le travail. Et il va continuer à produire des arrêts de travail. Et là, il y a plein de questions qui se sont posées, tellement plein que de manière, il y a eu plein de contentieux, plein de décisions de la Cour de cassation là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Et regardez toutes les questions qui se posent. Qu'est-ce qui se passe si le salarié continue à aller voir son médecin traitant pour produire des arrêts de travail vis-à-vis de son employeur? Alors évidemment, je vais vous dire, comme il vient de basculer en invalidité, il ne va plus toucher d'indemnité journalière. Il va toucher sa rente. Donc vous allez me dire, à quoi servent des arrêts de travail? Des arrêts de travail, ça sert à justifier son absence vis-à-vis de l'employeur. Donc c'est très fréquent qu'un salarié qui soit en invalidité deuxième catégorie continue à envoyer des arrêts de travail à l'employeur et
fasse poursuivre son arrêt de travail alors même que son état, entre guillemets, il est consolidé par la sécurité sociale. Et comme je viens de vous dire qu'il y a étanchéité entre la sécurité sociale et le code du travail, rien n'empêche de poursuivre des arrêts de travail, même sans que le salarié perçoive des indemnités journalières. Bon, j'espère que jusque-là, c'est clair. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le salarié peut demander une visite, dans ces cas-là, au médecin du travail? Bah oui, toujours. Il peut demander une visite de pré-reprise pendant l'arrêt de travail. Et qu'est-ce que fait le médecin du travail quand il s'aperçoit que le salarié a été mis en invalidité deuxième catégorie? Est-ce que ça s'appelle une visite de reprise, une visite de pré-reprise? Est-ce que ça s'appelle une visite à la demande, etc. Première question. Et puis surtout, alors là, la question qui tue, qu'est-ce qui se passe quand c'est l'employeur qui, informé que le salarié est mis en invalidité deuxième catégorie, demande la visite au médecin du travail, une visite de reprise évidemment, puisque le salarié, l'employeur sait qu'il est en invalidité deuxième catégorie, et donc il va demander, parce qu'il est obligé par la jurisprudence, obligé, hein, un employeur qui sait qu'un salarié est basculé en invalidité deuxième catégorie, eh ben, il est obligé de demander une visite de reprise. Et pourquoi l'employeur sait? Eh ben parce qu'il y a de la fois de la subrogation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui paye les salaires et puis il est remboursé par la Sécu. Donc, il est informé par la Sécu du passage en invalidité, parfois même avant le salarié. Parfois, il est informé par son régime de prévoyance, parce que c'est la prévoyance qui s'actionne quand on passe en invalidité deuxième catégorie, donc c'est l'employeur qui le sait. Parfois, c'est le salarié lui-même qui lui dit « je suis en inval 2 », etc. Bon, bref, quelle que soit la façon dont l'employeur est informé, dès qu'un employeur sait qu'un salarié est en aval 2, et même si le salarié continue à produire des arrêts de travail pour justifier l'absence, l'employeur est obligé de demander une visite de reprise. Et alors là, on revient aux questions initiales. Comment on appelle cette visite? Est-ce que c'est une visite à la demande de l'employeur ou du salarié? Est-ce que c'est une visite de pré-reprise? Est-ce que c'est une visite de reprise? Surtout quand le salarié continue à produire des arrêts de travail. Eh bien, c'est une visite de reprise. Donc attention, même quand elle est à l'initiative du salarié, même quand elle est encore couverte par des arrêts de travail, c'est une visite de reprise, en plus, qui plus est, à la demande de l'employeur le plus souvent, puisque je viens de vous dire que l'employeur est obligé. Alors j'espère que c'est clair, parce que c'est vrai que pour les gens qui commencent, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Parce que c'est pas grave, hein, c'est un peu technique, mais enfin, c'est parce que vous m'avez demandé de passer l'invalidité. Or, l'invalidité, ça couvre aussi ça, quoi. Alors, je vais quand même répondre à la question de je ne sais pas qui. Contrainte juridique de la mention express. On revient dans l'inaptitude, là. Désolé, je refais un petit retour en arrière. La mention express, notamment en matière de RPS, etc., quand on est quasi obligé d'y recourir. Je vous rappelle pour tout le monde, ça veut dire quoi? Quand le médecin du travail prononce une inaptitude médicale, il peut, enfin plutôt, il doit lister les capacités fonctionnelles restantes du salarié pour que l'employeur puisse le reclasser. Mais des fois, l'état de santé du salarié est incompatible avec une quelconque capacité de travail restante. Imaginons un salarié qui est en stade terminal d'un cancer, il est quasi à l'agonie, vous n'allez pas mettre des capacités fonctionnelles restantes. Parce que c'est pas parce que vous voulez qu'il soit licencié plus vite, ou reclassé, ou pas reclassé, c'est simplement que vous n'en avez pas. Médicalement, vous ne pouvez pas lister les capacités fonctionnelles restantes. Et je vais vous inciter tous ce que vous êtes là aujourd'hui, et vraiment, de rester droit dans vos bottes. Quand vous arrivez à une décision d'inaptitude, vous devez vous forcer à chaque fois de vous demander, est-ce qu'il existe médicalement des capacités fonctionnelles restantes? Pas de vous dire, est-ce qu'il sera possible de le reclasser, pas de reclasser. Vous ne savez pas s'il est possible de reclasser. Vous n'avez pas tous les éléments. Vous n'êtes pas l'employeur. Vous ne savez pas l'intérêt que l'employeur aurait à reclasser. Parfois, il a intérêt à reclasser des délégués syndicaux, des salariés qui ont des grosses anciennetés. Ils ont parfois intérêt à reclasser parce qu'ils ont plusieurs établissements et pas seulement une seule entreprise. Bref, vous ne savez pas tout. Donc, vous ne pouvez vous poser qu'une question qui est dans le champ de vos compétences, c'est est-ce qu'il existe médicalement des capacités fonctionnelles restantes? Si votre réponse médicale est oui, même aussi réduite soit-elle, marquez-les. Par exemple, vous dites dans les RPS, alors on ne va pas faire toute l'inaptitude aujourd'hui, encore une fois, sinon, d'ailleurs, on fera peut-être rien d'autre, mais enfin, c'est pas grave. Euh, euh, en matière de RPS, la question c'est est-ce que le salarié est en état de travailler déjà? Parce que est-ce qu'il est en état de dépression ou d'anxiété tel qu'il est dans l'incapacité d'occuper un emploi? Ou est-ce que c'est parce que le milieu dans lequel il est tellement toxique que vous vous dites qu'il vaudrait mieux qu'il déguerpisse plus vite? Mais ça, ce n'est pas votre job. Votre job, c'est est-ce qu'il existe des capacités fonctionnelles restantes? Parce qu'après, il reste toujours des possibilités, et on peut l'étudier quand on fera la question, la séance potentiellement sur l'inaptitude, c'est qu'un salarié, quand on met des capacités fonctionnelles restantes, l'employeur doit lui proposer une solution de reclassement, le salarié il peut toujours refuser. Et comme il a cette faculté de refuser,
et que cette faculté de refuser peut conduire l'employeur à le licencier, eh bien, vous voyez, ce n'est pas à vous de décider qu'il faut une mention express pour qu'il parte. Vous laissez faire le droit du travail et vous restez médecin en disant, voilà, moi aujourd'hui, je vois un salarié, il ne peut plus occuper son poste, donc je décide d'une inaptitude, c'est mécanique. J'ai étudié le poste, j'ai bien étudié tous les aménagements possibles. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les RPS pour un manager pour lequel le médecin a bien dit que ce n'était pas une inaptitude, mais bien des aménagements de poste. Donc, vous pouvez déjà, ce n'est pas parce qu'il y a des RPS que c'est forcément une inaptitude, donc à bien peser l'affaire. Ensuite, si vous arrivez au constat qu'une inaptitude est nécessaire parce qu'il y a un changement de poste nécessaire, alors, deuxième étape, vous listez les capacités fonctionnelles restantes médicalement, sans vous occuper des conséquences potentielles, du fait que du coup, il va pouvoir partir plus vite. Non, la mention express, elle est réservée à une seule situation. C'est quand vous ne pouvez pas médicalement lister des capacités fonctionnelles restantes. Je répète, je radote, mais enfin, c'est vraiment ça. Ça veut donc dire que, même si vous dites, bah, le salarié, il pourrait occuper qu'un poste, je ne sais pas, à temps très partiel, ailleurs, etc., eh bien, vous les listez. Ce qui va dire que comme l'employeur est obligé de se cantonner à vos restrictions, eh bien, ça va limiter ses possibilités de reclassement et ça va sans doute aboutir au fait qu'il va être licencié. Alors, vous allez me dire, bah oui, bah alors dans ces cas-là, j'aurais mieux fait de le dire tout de suite, comme ça au moins, c'est bon, c'est fait sans détour. Oui, mais ce n'est pas le même champ de compétences. Vous n'êtes pas l'employeur et ce n'est pas vous qui rédigez ni ne signez les contrats de travail. Vous êtes le médecin du travail qui donne les éléments pour que le salarié, non seulement puisse essayer de rester en emploi, parce que ce n'est pas seulement dans le poste actuel, c'est pour l'avenir. S'il est licencié, il va aller à France Travail, il va rencontrer un conseiller France Travail qui va dire, bah, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la vie? S'il est marqué, vous êtes incapable d'occuper un poste quel qu'il soit, le conseiller France Travail va dire, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Moi, j'en sais rien. Il n'y a pas de médecin du travail qui peut me donner un autre avis, donc de toute manière, je ne sais pas quoi vous proposer, quoi. Vous voyez. Et donc, il faut faire très attention à tout ça. Il faut rester médical. Donc, on en discutera parce que cette question, elle nécessite, à mon avis, de plus grands développements. Mais là, alors là, vous voyez, je prends beaucoup trop de temps, mais j'essaie de répondre à votre question. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que non, en matière de RPS, il n'y a pas de mention express quasi systématique. Et je pense que vos tuteurs, très souvent, utilisent une mention express en matière de RPS. Or, aujourd'hui, c'est dénoncé par la DGT. C'est pas logique sur le plan médical. Et il faut se garder d'utiliser la mention express comme étant un genre d'atout, de joker, là, chaque fois qu'on est dans une matière de RPS, etc. Jouez pleinement votre rôle de médecin. Votre rôle de médecin, il est avant tout, un, d'essayer d'adapter le poste. Deux, si vous arrivez à une inaptitude, de lister le plus exhaustivement parlant les capacités fonctionnelles restantes. On pourra, je vous dis, revenir sur la façon dont on peut formuler ces capacités fonctionnelles restantes, même si elles sont toutes petites et étroites, vous devez soit parler en positif du genre il peut tout faire sauf ça, soit en négatif il peut faire que ça, si c'est vraiment réduit dans certains cas. Et c'est là-dessus, c'est sur cette base-là que l'employeur va prendre ses décisions. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, face à une inaptitude, l'employeur doit chercher un reclassement, sauf s'il y a une mention express, auquel cas ça facilite et ça accélère le licenciement, mais au risque que le salarié n'ait aucune capacité fonctionnelle restante, son avenir professionnel. Et s'il ne reclasse pas, eh bien, l'employeur doit proposer un poste et par contre, le salarié reste toujours légitime à refuser une proposition de reclassement. Et donc, derrière, forcément, il y a un licenciement, mais un licenciement avec des capacités fonctionnelles restantes qui permettront au salarié d'aller chercher un poste de reclassement ailleurs ou dans une autre entreprise, etc. Alors, je reviens à la question d'Étienne et l'évêque. Un salarié qui est dans cette situation d'invalidité, qui envoie ses arrêts de travail, est-ce que cela lui donne droit à ses congés payés? Donc, tous les ans, est-ce qu'il ça a sauté. Est-ce qu'il touche ses 5 semaines de congés payés? Alors, effectivement, vous savez que la jurisprudence, elle a même le droit, a redit au niveau européen là que un salarié en congé maladie a droit à tous ses congés payés. Donc, il cumule ses congés payés tout le temps où il est en arrêt maladie. Et donc, bah, la réponse, elle est dans la question. S'il continue à envoyer des arrêts de travail et que l'employeur n'a pas fait ce qu'il était obligé de faire, c'est-à-dire au moment de la consolidation de l'aval, il n'a pas demandé de visite d'entreprise, qui détermine ce que va faire le salarié après, alors le salarié est officiellement encore en arrêt de travail. En arrêt de travail vis-à-vis de l'entreprise. Même si vis-à-vis de la Sécu, il ne touche plus d'IJ, ce n'est pas une condition substantielle pour avoir des congés payés. Donc oui, si un arrêt de travail se prolonge ad vitam aeternam, eh bien, le salarié a droit au prorata de son absence au congé payé.
Comment un médecin, Antoine Michel, qui pose la question, comment un médecin du travail peut demander la mise en invalidité d'un salarié au médecin conseil? Y a-t-il un formulaire particulier? Il y a deux façons de demander l'invalidité. Merci de poser la question, Antoine. La première, c'est de façon dématérialisée sur Amélie. D'accord? Donc, il y a un formulaire, ou alors de le télécharger et de le remplir comme ça. Mais vous pouvez même faire un courrier simple, un simple courrier, avec votre en-tête et votre signature, que le salarié va envoyer à la sécurité sociale pour demander l'invalidité. Donc, tout moyen, il n'y a pas de CERFA, il n'y a pas de truc particulier, ne vous inquiétez pas. Voilà quoi. J- Alors, J'ai une question de Manon Masmin qui s'affiche qu'à moi. Elle pose la question, si un salarié est en invalidité 2 et veut travailler à 50%, est-ce qu'on doit préciser en annexe 4 travail à 50% ou l'on considère que c'est quelque chose qu'il doit discuter directement avec l'employeur? ce n'est pas une question liée à l'invalidité ou pas, c'est la question, Ouais. estimez-vous. Encore une fois, retenez, c'est complexe, hein, mais retenez que vous n'avez pas à vous inféoder et à suivre un niveau d'aval. Vous estimez que si l'état de santé est incompatible avec un temps complet, vous le mettez comme une réduction du temps de travail, un aménagement du temps de travail dans l'annexe 4. D'abord, sans jamais citer évidemment le statut d'invalidité, on l'a déjà dit la dernière fois, mais surtout, euh, c'est si vous le justifiez, si vous l'estimez justifié médicalement. Si en revanche vous pensez que vous n'avez pas à vous prononcer là-dessus, effectivement, vous les laissez se débrouiller contractuellement, c'est-à-dire que c'est au salarié de demander à l'employeur de réduire son temps de travail à 50%. Il n'a même pas à justifier pourquoi. Et voilà, il ne sera justifié médicalement, cette réduction, que si c'est le médecin du travail qui la demande. D'accord? Ça va? Alors, il y a Laura qui pose une question. Est-ce que le salarié peut refuser la visite de reprise sous prétexte qu'il est en arrêt de travail alors qu'il est en aval 2? Dans ce cas, attendez, j'arrive pas. Quid pour l'employeur de son obligation de visite de reprise? Bah alors là, ça c'est du droit contractuel pur. Je vais répondre, hein, mais un salarié, enfin, puisqu'on dit d'un côté que l'employeur a l'obligation de faire une visite de reprise, il est évident que le salarié est tenu de s'y rendre. Il peut expliquer à l'employeur qu'il est couvert par un arrêt de travail. D'accord? Mais, parce que ça serait une réponse classique, on va dire, en disant, bah, moi, mon état de santé rend impossible mon déplacement vers le médecin du travail, par exemple. D'ailleurs, c'est pour ça que mon médecin traitant continue à m'envoyer, ce qui serait possible hein, sur le plan médical. Hein. Et là, il se débrouille contractuellement. Mais c'est pas, c'est au niveau, il doit justifier son absence à l'employeur et à l'employeur libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en réalité, l'employeur, là, il est un peu coincé. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il ait demandé la visite, non mais ça le sauve quand même sur le plan de son obligation. D'accord? C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, tous les contentieux qui ont eu lieu, c'est quand le salarié allait se plaindre au tribunal que l'employeur n'avait pas mis en œuvre la visite de reprise. Donc, si c'est l'employeur qui met la visite de reprise en œuvre et que le salarié refuse, comprenez bien que ce contentieux ne va plus se présenter. Donc, j'allais dire, au fond, il ne se passera rien, puisque l'employeur a fait ce qu'il fallait, il a demandé la visite de reprise, le salarié a justifié pourquoi il ne pouvait pas y aller, et tout se passe bien, sauf si, effectivement, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau problème ou une nouvelle étape. Mais attention, si le salarié ne justifie pas à son employeur pourquoi il ne va pas, et qu'il est simplement, il fait silence radio, alors là, on pourrait imaginer que l'employeur actionne son pouvoir disciplinaire en disant, attendez, moi, on m'oblige à faire une visite de reprise, donc ou vous me justifiez pourquoi vous ne pouvez pas y aller, ou vous y allez, sinon je vous mets en sanction disciplinaire. Ça serait possible. Ça ne s'est pas encore vu, mais je suis sûre et certaine que ça serait possible. Alors, on continue. Donc, du coup, je ne vais pas du tout traiter le programme de ce soir, Priya et Nicolas. Je suis désolée, mais impossible. Je pense qu'on fera une partie 2. Aucun Si vous- souci. En soi, le but, c'est surtout, bah, c'était de faire des questions-réponses. Il y a eu des Oui, questions, il y Ah, a il y a des ça, réponses. c'est En bien. soi, pour moi, je trouve que c'est parfait hein, au final. c'est très bien, hein, Agréable. ouais. Ah, du coup, bon, c'est bien, moi je m'en fous, hein, honnêtement, pas de souci, mais du coup, je les prends au fil de l'eau. Alors, attendez, je crois que c'était Marie-Camille, hein, ouais, c'est ça. En cas d'inaptitude, quand un salarié a été passé en invalidité, dans les capacités fonctionnelles restantes, est-ce que le médecin du travail doit préciser peut exercer un poste à temps partiel? Bien sûr. Et même, ça serait même bien de préciser à combien. Parce que vous, encore une fois, vous n'allez pas vous calquer sur l'inval, vous allez estimer que médicalement, par exemple, alors pas toujours, si vous ne savez pas, vous pouvez vous contenter de dire partiel, mais vous pouvez très bien dire, voilà, à 30% de moins, à 50% de moins, etc., quoi, si c'est justifié médicalement. N'hésitez pas dans les capacités fonctionnelles restantes à tout bien marquer, notamment parce que si jamais le salarié doit bénéficier d'une formation par la suite, eh ben, le conseiller France Travail, il a intérêt à savoir que, par exemple, la formation, il ne pourra pas la faire à temps plein, par exemple. Vous voyez, parce que la formation, c'est aussi parfois du temps plein, quoi. Donc oui, bien sûr que vous pouvez mettre ça dans les capacités fonctionnelles restantes. Ça, c'est tout à fait vrai.
La question de Laura Rivière, combien de temps le salarié peut présenter des arrêts de travail en invalidité 2? Bah alors, jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, parce que je vous dis, a priori, l'employeur doit réaliser, doit rire. Mais enfin, si vous voulez, le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer? Parce que qu'est-ce qui se passe quand un salarié continue à produire des arrêts de travail alors qu'il est en aval 2? Deux choses. Soit l'employeur n'est pas du tout au courant, et donc qu'est-ce qui se passe? Bah, l'employeur continue, enfin, le salarié perçoit la rente, d'accord? Il perçoit plus d'ICHI, mais je vous rappelle que la rente d'aval 2 ne donne que 50% du salaire antérieur. Donc, une fois passé le timing de la prévoyance, qui en général complète pendant 1 an, 2 ans, pouvoir actionner la prévoyance de façon définitive, il faudra actionner l'inaptitude. Et pour actionner l'inaptitude, il faudra faire une visite de reprise. Donc, il faudra mettre fin à l'arrêt de travail pour actionner le volet, le versant prévoyance. Bon, c'est un peu technique, mais enfin, c'est pour vous dire que prolonger l'arrêt de travail ad vitam aeternam, ça a une autre justification. C'est quand le salarié bénéficie en général, un, de la mutuelle d'entreprise en parallèle, donc ça l'arrange. Deux, il continue à prendre de l'ancienneté, je vous rappelle. Hein. Et trois, normalement, il peut se pointer à tout moment dans l'entreprise en disant coucou, me revoilà, vous êtes obligé de me reprendre. Parce que c'est exactement comme ça que ça peut se passer. Donc, il n'y a pas de durée maximum. Ça dépend de comment l'employeur gère ça. L'employeur, il a tout intérêt à actionner la vie de reprise le plus vite possible pour décider de la situation du salarié. Alors, vous allez voir que vous, en tant que médecin du travail, vous serez un jour ou l'autre confronté à cette situation de dire, voilà, ce salarié-là, il a été mis très précocement par la sécurité sociale en aval. Il produit encore des arrêts de travail parce qu'il pense que son état pourrait encore s'améliorer. Pourquoi pas? À ce jour, si je le voyais à la demande de l'employeur, eh ben, il ne serait pas capable de travailler, effectivement. Mais on peut imaginer que son état s'améliore dans, je sais pas, 6 mois, 1 an ou 3 mois. Alors, comment faire en tant que médecin du travail? Eh bien, très simplement, de dire dans la visite de reprise, si jamais elle est demandée et qu'elle est faite, salarié qui encore aujourd'hui relève d'une incapacité temporaire d'occuper son poste, mais l'état évoluant, il serait utile de le revoir et de réévaluer la situation à 3 mois ou à 6 mois. Rien ne vous empêche de dire un truc comme ça. D'accord? Parce que cette situation-là, elle peut se présenter. Alors ça, c'était dans le cas où l'employeur vend de l'invalidité 2, donc il va vous envoyer en visite de reprise. Et dans le cas où l'employeur ne sait rien, bah, le salarié, je vous dis, il peut rester comme ça dans cette situation sans limitation de durée et se représenter tout d'un coup à l'employeur en disant coucou, voilà, bah, je veux reprendre le travail. Et donc là, l'employeur devra à nouveau demander une visite de reprise. Et ça s'est vu pour des ouvriers de chez Renault qui étaient partis en arrêt de travail pendant 14 ans. Donc évidemment, 14 ans, ils avaient eu une aval dans l'intervalle, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Et puis tout d'un coup, ils étaient deux, ils avaient été conseillés par un bon avocat et ils se sont repointés dans l'entreprise au bout de 14 ans en disant coucou, voilà, on est là. Et alors évidemment, ils ne voulaient plus retravailler. Hein. Mais ce qu'ils ont demandé, c'est l'inaptitude. Donc ils ont demandé une visite de reprise. Ben, l'employeur il était bien obligé de demander une visite de reprise 14 ans après. Une inaptitude et les indemnités de licenciement au prorata de l'ancienneté cumulée pendant les 14 ans d'arrêt. Donc, ça incite vraiment l'employeur à demander une visite de reprise rapidement pour essayer d'échéancer les choses. Quoi. Alors, j'espère que j'ai répondu à Laura. N'hésitez pas, Laura, à prendre la parole et à ouvrir votre micro si c'est pas terrible. Hein, parce que comme je vous lis seulement... Mélanie nous dit comment faire pour juger du temps partiel possible entre 30 et 50%. Bon, bah écoutez, c'est un peu pifométrique, hein, disons-le franchement. C'est-à-dire qu'en fait... s'il est en aval 1, ça serait bien de demander une réduction du temps de partiel au maximum de 30%, comme ça il n'y aura pas de perte de salaire. Si c'est en aval 2, pour demander jusqu'à 50%, en clair, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Hein. Bon, d'abord, en aval 2, il faut quand même bien reconnaître qu'il ne travaille plus tout le temps. Il faut quand même bien le dire. En aval 1, réduction en général, vous essayez de réduire de 25, 30%, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas d'évaluation stricte. Vous essayez de faire toujours en échange et en interaction avec le salarié. Et puis après, vous voyez comment ça évolue, quoi. D'accord? Alors, attendez, Christophe, jusqu'à l'âge légal de la retraite, non. Ah bah oui, parce que après l'aval, après les arrêts de travail, c'est fini, ça se convertit en semestre cotisé et puis en retraite, hein, effectivement. Enfin, ça peut arriver, mais enfin, c'est rare que ça aille jusque-là. Mais l'employeur, du coup, peut-il embaucher pour remplacer la personne à son poste? Alors, je vous rappelle que... alors, évitez... Merci pour Mélanie, mais mettez pas merci, parce que là, les autres questions, elles sautent. Là, je sais plus où j'en suis. Ah, ça y est. Peut-il embaucher pour remplacer la personne à son poste? Alors, je vous rappelle que l'absence d'un salarié, une absence hors accident de travail, hors maladie professionnelle, évidemment, on va devoir être remplacé, parce que sinon, ça veut dire que le salarié ne servira à rien. Et l'employeur va pouvoir procéder à une embauche, soit d'un CDD soumis au retour de l'autre. Vous savez que la date butoir d'un CDD,
peut-être soit fixé en disant bah, je vous embauche pour 2 mois, puis on verra après, puis on ne peut pas le renouveler 15 fois, parce qu'il y a un nombre de renouvellements maximum. Soit il fait un CDD spécial orienté sur l'absence de X, en disant voilà, CDD qui prendra fin au retour de X. Ça veut dire qu'en fait, un CDD peut durer 5 ans, si ça tombe, puisque le mec, s'il est absent 5 ans, bah, le CDD, il prend fin à la date d'échéance. Soit l'employeur peut courir le risque d'embaucher un CDI, mais évidemment, si l'autre se pointe, il devra reprendre l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? La jurisprudence a créé un cadre spécifique. Alors, je ne sais pas si je ne suis pas trop complexe pour vous, mais enfin, j'en profite puisque c'est une question qui est en rapport. La jurisprudence, elle a dit que dans certains cas, quand l'absence d'un salarié désorganisait l'entreprise et que l'employeur démontrait qu'il devait pourvoir au remplacement définitif du salarié, c'est-à-dire embaucher un CDI, pour le dire très clairement, alors ça devenait un motif réel et sérieux de licencier le salarié en arrêt maladie. On ne peut pas, je le dis à l'envers, on ne peut pas licencier un salarié pour son état de santé. Donc on ne peut pas licencier un salarié parce qu'il est en arrêt maladie. L'employeur ne peut pas écrire au salarié en disant voilà, vous êtes en arrêt de travail, hop, vous m'embêtez, je vous licencie. Non, c'est pas ça. Par contre, s'il dit vous occupiez un poste stratégique et j'ai dû embaucher un CDI pour vous remplacer, alors il a là un motif réel et sérieux de licencier le salarié absent. Alors, vous comprenez bien que ce n'est pas pareil chez un ouvrier manutentionnaire sur une chaîne que, par exemple, pour un expert comptable ou un DRH dans une entreprise. Ça sera plus facile de démontrer que le deuxième a désorganisé l'entreprise par son absence que par le premier. Et donc, en réalité, oui, l'employeur peut embaucher, mais à ses risques et périls dans les 3 situations que je vous ai données. Attendez, j'essaie de remonter sur le fil des questions parce que du coup, je les ai perdues. Je ne sais plus où j'en étais. Merci. Et le médecin traitant qui accepte de donner des arrêts maladie pendant 14 ans n'enfreint-il pas la déontologie? Eh bien, sans doute que si, mais du coup, là, c'est à la sécurité sociale de gérer les rédacteurs et les prescripteurs d'arrêt de travail. Et le licenciement d'un salarié en aval de produits des arrêts pendant X années est considéré comme un licenciement discriminatoire. Alors, attention, la discrimination pour état de santé, les entreprises sont très, très sensibilisées à ça. Donc, il est évident qu'un employeur qui licencierait parce que le salarié est passé en aval 2, ça passe pas. C'est sûr et certain que ça serait un licenciement discriminatoire. C'est pour ça que ça ne peut pas être un motif en soi. Je viens de vous dire, les seuls motifs de licenciement d'un salarié en arrêt pour des raisons de santé, c'est soit l'inaptitude, donc d'où la visite de reprise avant, soit la désorganisation de l'entreprise avec la nécessité d'embaucher de façon définitive. Ah oui, pardon, j'avais déjà répondu. Voilà. Bon, du coup, j'en reviens à l'employeur est-il informé de la validité? Ben, je viens de vous dire, Mélanie, tout à l'heure, qu'il y a plusieurs façons par laquelle l'employeur peut être informé. Première façon d'être informé de l'invalidité, c'est le plus fréquent, c'est quand c'est l'employeur qui paye les indemnités journalières, enfin, qui paye l'arrêt de travail directement au salarié, et c'est ce qu'on appelle la subrogation. Il se fait rembourser par la sécurité sociale des indemnités journalières. Ça, c'est le cas principal. C'est-à-dire que comme c'est lui qui paye et qui a régulièrement l'avis de la Sécu, elle informe l'employeur en disant hop, arrêtez de verser le salaire, nous, on l'a passé en aval 2. Donc la Sécu, elle informe d'abord d'ailleurs l'employeur avant le salarié. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, la plus fréquente, c'est quand le salarié lui dit. La troisième, mais le salarié peut très bien lui dire bah, écoutez, moi, je suis en aval 2, mais j'ai pas envie de reprendre. Et auquel cas, l'employeur, ça ne doit pas le dispenser de faire une visite de reprise. Même quand le salarié dit j'ai pas envie de reprendre, l'employeur doit quand même faire une visite de reprise quand il est informé par le salarié. Et enfin, la troisième façon, c'est quand il est informé par son système de prévoyance, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le salarié qui lui a dit, ce n'est pas la Sécu qui lui a dit, mais par contre, le salarié a contacté la prévoyance de l'entreprise pour dire, écoutez, je viens de passer en aval, et voilà, je voudrais avoir le système complémentaire, etc. Alors là, l'employeur n'est pas censé ignorer que du coup, il doit aussi mettre en place la visite de reprise. Alors Aurélien qui dit pour le cas de jurisprudence où on peut licencier le salarié car poste Alors pour le cas de jurisprudence où on peut licencier le salarié car poste indispensable est remplacé par un salarié en CDI, ce licenciement se fait durant l'arrêt ou à son retour, j'imagine. Non, pendant l'arrêt justement. C'est une des causes possibles de licenciement d'un salarié pendant son arrêt de travail. Donc vous voyez, c'est quand même, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'un salarié il est toujours protégé en arrêt de maladie, en arrêt de travail. Il y a des cas dans lesquels il pourrait perdre son travail. Donc voilà. Bon, alors du coup, il est 19h27. Comme on tient un timing serré, ben, on va s'arrêter sur l'invalidité, l'inaptitude. Du coup, je n'ai pas traité du tout les maladies professionnelles et j'avais pas mal de choses à vous dire là-dessus. Notamment, il y avait une question, c'est qui peut déclarer une maladie professionnelle, etc. Je voulais vous rappeler un petit peu, du coup, je ne vais pas vous envoyer le diaporama tout de suite parce que un petit peu toute la question du contentieux pour savoir quel rôle le médecin du travail a dans la déclaration de maladie professionnelle. Et là, je voudrais insister avec vous. Et puis ensuite, la prescription et, je sais quoi, et le dossier médical en santé-travail, bah, j'en ai pas du tout parlé. Donc,
On a dit qu'on se cantonnait à 1 heure, donc on va faire 1 heure, hein. Ça Mais va. on avec vous quand vous voulez une date, hein, vous me direz, et puis on fera la suite, il n'y a pas de souci, quoi. D'accord? Puis là, on fait comme ça. Eh ben, parfait. Très bien. Parfait. Oh, désolée, hein, enfin, bon, j'espère que j'ai répondu parce que ça allait un peu tous les sens. Mais je vous dis, on pourrait faire une séance spécifique sur l'inaptitude parce que je pense qu'il y a un sujet en soi. Bon, là, aujourd'hui, on a déjà répondu à pas mal de choses, mais ça va décanter. À vous de voir comment vous voulez qu'on organise, quoi. D'accord? Ok, Ça marche. Ça va? ça marche. Parfait. Eh ben, très bien. Bonne soirée! Ben, merci Bonne beaucoup. soirée. Merci encore, Sophie. Merci. Alors. Hop.